Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Le chef de la diplomatie marocaine, Nassar Bourreta, s'est rendu en Chine à l'occasion de la 10e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-arabe, au cours de laquelle la déclaration de Pékin a été adoptée. Nassar Bourreta s'est entretenu avec son homologue chinois et a prononcé une allocution. Dans cette allocution, le chef de la diplomatie marocaine a relevé que l'engagement constant du Royaume dans le cadre du Forum de coopération sino-arabe émane de l'amitié ancestrale avec la République populaire de Chine sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI et Xi Jinping. Qu'est-ce qui ressort de cette visite du chef de la diplomatie marocaine en Chine? Quels en sont les enjeux? On en parle dans cette émission. Autre sujet d'actualité, le président du Sénégal qui poursuit sa tournée diplomatique après la Mauritanie, la Gambie, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Bassirou Diomaye Faye était à Bamako au Mali et Ouagadougou au Burkina Faso. Objectif de cette tournée, renforcer les liens historiques de bon voisinage et tenter de réconcilier les pays du Sahel avec la CEDEAO. Et cette tournée diplomatique, on en parle également ce soir. Avec nous pour discuter de ces deux sujets, Monsieur Mohamed Benchkroun, vous êtes professeur au Centre international d'études de Casablanca. Vous êtes également spécialiste des questions sino-africaines. Bonsoir. Oui, bonsoir, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Avec nous également Monsieur Mohamed Badine Yatioui. Vous êtes professeur d'études stratégiques au Collège de défense Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Bonsoir. Bonsoir et merci pour cette invitation. Merci de l'avoir accepté. C'est un plaisir de vous avoir avec nous également. Monsieur Bachir Thiam, vous êtes journaliste et spécialiste en relations publiques. Vous êtes avec nous depuis Marrakech. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis à Marrakech, tout à fait. Ouais, merci. Merci d'être avec nous. Alors, je commence avec vous, Monsieur Benchkroun. On va parler de cette visite du chef de la diplomatie marocaine en Chine, Nassar Bourreta. Quels sont les enjeux de cette visite ? Alors, c'est le 10e forum du sommet sino-arabe. Le premier a été inauguré à Riyad, en Arabie Saoudite, en 2022, ce qui prouve vraiment une volonté chinoise de vraiment se rapprocher de la civilisation arabo-musulmane. Et donc, la visite du ministre des Affaires étrangères est dans ce registre-là, après la visite de Sa Majesté le roi en 2016, et d'aller vers un tournant stratégique dans les relations bilatérales. Donc les enjeux sont multiples, sont diplomatiques, politiques, mais surtout économiques et commerciaux. Après que le Maroc ait signé l'accord de One Belt, One Road Initiative, le Maroc est devenu un partenaire stratégique de la Chine qui souhaite effectivement installer une infrastructure mondiale, maritime, ferroviaire et terrestre. Et le Maroc est un des pays bénéficiaires, est un pays pivot pour le continent africain. Maintenant, la collaboration commerciale, elle n'est pas à son optimum. Il y a encore des obstacles, car la Chine est connue pour être très exigeante en termes de négociation, surtout en termes s'ils veulent implanter leurs industries. Souvent, ils ont des restrictions et des conditions assez draconiennes que le Maroc ne peut accepter. Mais je pense qu'au fil des années, les deux pays se sont découverts, ils se connaissent maintenant un peu plus, et je pense qu'il y a vers un terrain d'entente pour un renforcement, pour qu'on voit effectivement des dizaines ou des vingtaines ou des cinquantaines d'installations d'usines chinoises, parce que la Chine est le premier investisseur étranger en Afrique. Le Maroc n'est pas dans le top 5 des pays bénéficiaires, mais je pense que l'avenir serait prometteur d'un point de vue économique et commercial, surtout avec toutes les installations et l'infrastructure que le Maroc maintenant en bénéficie, avec le port de Dakhla, le futur port de Nador, le port de Tanger Med, et surtout, pourquoi pas, l'aboutissement enfin espéré du projet Tanger Tech de Mohamed VI pour voir le jour l'installation d'usines de batteries électriques. La Chine est le leader mondial en voitures électriques. La Chine connaît maintenant une forme de boycott de la part des États-Unis qui a émis une barrière de 100%. Pourquoi pas ne pas contourner cela en installant leurs usines au Maroc et pour bénéficier des accords de libre-échange entre le Maroc et les États-Unis, pouvoir exporter. Donc il y a
des On va marges... parler de ces points d'ailleurs tout à l'heure dans l'émission. On va donner un peu plus de temps pour chacun de ces points. Donc un avenir des relations entre le Maroc et la Chine, un avenir prometteur, comme vous l'avez dit. Monsieur Liessioui, à l'occasion de ce forum, le chef de la diplomatie marocaine a rencontré son homologue chinois. Qu'est-ce qui ressort de cette rencontre ? Ce qui ressort de cette rencontre, c'est la volonté commune, comme l'a dit mon collègue, de travailler ensemble sur des questions économiques importantes pour les deux pays. Il y a un intérêt mutuel et une forme de complémentarité, un besoin pour les Chinois d'avoir des partenaires fiables et la position géographique du Maroc, sa stabilité politique et tout un ensemble d'incitations qui peuvent l'intéresser. Et le Maroc, bien entendu, a besoin de ces investissements chinois pour continuer à diversifier son économie et on va dire maintenir son niveau de développement. Maintenant, la relation, l'entretien qu'il y a eu entre les deux ministres des Affaires étrangères prouve que c'est une relation qui avance constamment, mais qui a aussi des fondamentaux. Il y a le soutien de la part du Maroc à la Chine seule et unique, comme on le dit très souvent, une seule Chine par rapport à la position bien évidemment chinoise concernant Taïwan, et de l'autre côté, le Maroc qui reçoit, on va dire, un soutien de la part de la Chine concernant la marocanité du Sahara, même si du côté marocain, on peut toujours espérer un peu plus de la part des Chinois. Donc toutes ces questions-là, à la fois économiques et à la fois politiques, diplomatiques, sont hautement stratégiques et on peut être discutées par les deux chefs de la diplomatie des pays respectifs. Des intérêts donc complémentaires, une relation politique, économique et commerciale. Monsieur Thiam, que pouvez-vous nous dire sur l'évolution justement de cette relation historique et ancestrale entre les deux pays, le Royaume du Maroc et la République démocratique de Chine ? Ouais, il faut peut-être dire aussi que le Maroc a des ambitions qui vont au-delà aussi du continent, il faut le dire, qui sont ambitions mondiales simplement. Et que la Chine est incontournable sur le business, pour parler simple. En tout cas, dans le commerce mondial, la Chine aujourd'hui est incontournable. Je pense que les chiffres ont été rappelés par-ci, par-là sur les batteries, sur l'électrique, sur les voitures électriques et tout ça, pas que. Bon, toutes les productions, la Chine est presque première un peu partout. Donc, c'est un partenaire incontournable. Si on veut vraiment atteindre le sommet du monde, aujourd'hui, la Chine est un passage obligé. Le Maroc, qu'est-ce qu'il peut offrir à la Chine? Beaucoup, mais la distance pose problème, ça c'est clair. Donc il faut peut-être plus de lignes d'ouverture sur la Chine. C'est difficile, c'est très très loin. Royal Air Maroc avait un gros projet d'ouverture de lignes depuis quelques années. C'est un pipe. Je pense que le jour où ça s'ouvre, c'est déjà un bon canal. Et puis la Chine, je pense aussi ça a été évoqué vaguement, la Chine est un des plus grands pourvoyeurs de touristes au monde. Donc les flux peuvent aussi être détournés de l'Europe, pas forcément, parce que la Chine vers l'Europe aujourd'hui c'est presque saturé. Donc le Maroc est un bon compromis pour un break, un passage sur le Maroc. Et si vous vous rappelez bien, au début des années 2010, on a eu quelques vagues d'entrepreneurs chinois qui venaient, ou de petits groupes qui venaient s'installer dans les grands marchés populaires du Maroc, notamment à Casablanca, à Derb Omar. On avait beaucoup parlé de ça, mais sans que ça soit consolidé par des chiffres très très sérieux par ailleurs. Et puis ça fait un effet d'annonce et puis depuis le temps est passé, on n'en parlait plus. Maintenant qu'on en reparle, c'est à des niveaux diplomatiques très avancés. Je pense que la Chine est en cela important pour le Maroc, en tout cas dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'industrie bien sûr, et des services bien évidemment. Donc le Maroc peut en tirer meilleur profit pour dire vraiment simplement la démarche du Maroc en attaquant le grand chinois, parce que ce n'est pas évident du tout. Une distance géographique entre le Maroc et la Chine qui pourrait constituer donc un obstacle, mais en tout cas, le flux des touristes chinois pourrait également devenir un potentiel, en tout cas important au niveau touristique. Je reviens vers vous, M. Benchkroun, et je reviens sur cette allocution de Nasser Bourita à l'occasion de la 10e réunion ministérielle du Forum de coopération sino-arabe. Nasser Bourita qui a mis en avant la complémentarité, vous en parliez tout à l'heure d'ailleurs, entre les initiatives stratégiques lancées par Sa Majesté le roi Mohammed VI, si on parle de la vision royale de l'Atlantique, avec justement la ceinture et la route. Vous en parliez tout à l'heure. Que pensez-vous de cette similarité entre ces projets ?
Cette similarité est de permettre un développement en termes d'infrastructures pour le développement commercial et économique de l'Afrique. Donc il y a une complémentarité qui est importante. Vous savez, initialement, depuis les années 2000, le rapport entre le Maroc et la Chine, le Maroc importait les produits de consommation chinois. Maintenant que la Chine, depuis 2014, a décidé d'élever sa qualité industrielle et donc d'augmenter ses coûts de production et son coût de main-d'œuvre, elle était dans la contrainte de délocaliser une grande partie de son industrie dans les pays qui sont attractifs en termes de coûts. Et c'est là où, effectivement, il y a une complémentarité qui est née entre le Maroc, la Chine et aussi entre le Maroc et le Japon. Cette complémentarité d'attractivité des idéaux chinois est réelle. Elle est symbolisée par l'entreprise Dicastal, qui est implantée à Kenitra, et qui est le leader mondial en jantes en aluminium, qui a déjà ouvert 2 grandes unités industrielles. Donc le potentiel est vraiment réel, le potentiel est croissant. Maintenant, il faut aller à l'opérationnalisation. Comme j'ai dit, en termes de négociation, les Chinois sont un petit peu difficiles parce qu'ils n'ont pas de considération très écologique vis-à-vis des pays qui accueillent ces industries. Ils sont pas très ils souhaitent aussi exporter leur main-d'œuvre. Or, le Maroc, pour le Maroc, est intransigeant. Respect à l'environnement et aussi il faut que le Maroc bénéficie de ces industries-là en termes de recherche et développement et aussi qu'il y ait une création d'emplois pour les Marocains. Et c'est là où le nerf de la bataille est là. Et puis, je pense qu'une fois on aurait trouvé un accord, je pense qu'il y aurait un accroissement exponentiel. Et je mesure mes mots, un accord exponentiel dans le développement et dans l'attractivité des IDE parce que pour la Chine, le Maroc est un partenaire extrêmement fiable et pertinent. La Chine, un partenaire fiable, important et un accroissement exponentiel, pour reprendre vos termes. Justement, quel bilan peut-on faire aujourd'hui de ce partenariat stratégique entre le Maroc et la Chine qui a été acté d'ailleurs en 2016, partenariat, rappelons-le, qui a été signé par Sa Majesté le roi Mohammed VI et Xi Jinping à l'occasion de la visite de Sa Majesté le roi en Chine. Alors, cette visite est accentuée sur plusieurs volets. Alors, sur le volet diplomatique, je pense que la Chine doit faire un effort supplémentaire pourquoi pas aller vers une reconnaissance de la marocanité du Sahara. Comme le Maroc reconnaît l'unicité de la Chine, en incluant Taïwan comme une des provinces de la Chine, je pense qu'il est temps d'être un petit peu plus exigeant vis-à-vis de la Chine et de demander aussi une position plus assumée. Voilà, une position plus assumée. D'un point de vue touristique, après l'annulation des visas, je pense qu'on a eu un accroissement exponentiel de plus de 200% des arrivées de touristes chinois. Il faut savoir que la Chine est le premier exportateur en termes de tourisme dans le monde. Et donc, je pense que dans ce côté-là, il y a encore un potentiel qui est important, surtout vers la ville préférée des Chinois qui est Chefchaouen, qui est la ville bleue. Et aussi en termes d'industrie, je pense que la cité Mohammed VI est une des représentations de cette complémentarité économique et commerciale. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, je le répète, le potentiel est énorme et on n'en est qu'à notre début. Un potentiel important, Monsieur Liassoui. Tout à l'heure, Monsieur Benchkron le disait, le Maroc donc a un grand potentiel et le premier partenaire, la Chine, pardon, est le premier partenaire asiatique du Maroc au niveau, en tout cas, des relations commerciales. Qu'est-ce que ça traduit de cette relation, en tout cas commerciale, entre les deux pays ? Alors, d'un point de vue commercial, ça traduit une confiance et une volonté de travailler ensemble qui est certaine, et surtout la compréhension avec l'accélération des relations économiques et commerciales sur les dernières années, si on les compare aux décennies précédentes. Il y a une véritable accélération. Bien évidemment, l'accord stratégique qui a été signé par les deux chefs d'État et la visite de Sa Majesté en Chine a beaucoup contribué à cela. Et on voit qu'il y a une évolution aussi du commerce international d'un point de vue plus global, avec une nouvelle phase de la globalisation, une fragmentation et des tensions qui augmentent, notamment entre les États-Unis et la Chine ou entre l'Union européenne et la Chine. Et donc les Chinois qui cherchent des alternatives, qui cherchent à contourner, comme ils savent très bien le faire, les différentes mesures protectionnistes mises en place
à Washington ou bien à Bruxelles. Et le Maroc est un partenaire clé pour eux, puisque le Maroc a des accords privilégiés en termes de libre-échange avec les Américains, a des accords commerciaux préférentiels avec les Européens. Et de par sa géographie, de par ses infrastructures existantes ou en devenir, le Maroc a une place tout à fait centrale dans l'avenir de la relation, on va dire, de la situation et de la relation économique entre la Chine et le reste du monde. Et elle a compris aussi qu'en Afrique, plus pouvait être fait avec le Royaume du Maroc. Le Maroc en a besoin aussi. C'est une capacité, c'est un moyen de diversifier très fortement ses partenaires. Et dans ce commerce international qui est de plus en plus complexe, avec des tensions qui augmentent et du protectionnisme ici ou là, bien évidemment, c'est une relation qui est amenée à se développer malgré tous les problèmes que mon confrère a très bien expliqués et qui sont assez problématiques, mais qu'il faut savoir surmonter. Et les négociateurs des deux côtés font de leur mieux, je pense, pour essayer d'arriver à des formes de compromis et essayer d'arriver à la meilleure solution pour tout le monde. Et je ne me fais pas de soucis du côté du Maroc, puisque les négociations en général sont très bien menées de ce côté-là et on n'a pas trop de soucis à se faire. Maintenant, il faut aussi se poser la question de pourquoi la Chine souhaite développer ses relations avec le Maroc et comment le Maroc aussi peut en tirer un bénéfice certain, sachant qu'il y a d'autres acteurs qu'il va falloir prendre en compte en Asie. Le Japon, où Nasser Bourita s'est rendu aujourd'hui. On a l'Inde, qui est un acteur qui devient de plus en plus important sur la scène internationale et dont le poids économique et commercial va augmenter, et d'autres acteurs qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu, notamment l'Indonésie, je pense à l'Indonésie, la Malaisie, qui peuvent être aussi des partenaires avec lesquels le Maroc peut essayer de développer des relations. Mais le géant asiatique, ça reste la Chine pour le moment. Reste à savoir comment l'Inde va se positionner par rapport au Maroc. Il y a déjà des relations qui sont très bonnes, notamment sur les questions de phosphate, entre l'OCP et donc ses interlocuteurs indiens. Reste à savoir comment tout ça va se positionner. Et il ne faut pas oublier non plus la Corée du Sud, qui peut devenir sur un certain nombre de produits et un certain nombre de secteurs aussi un partenaire. Et le grand partenaire pour le moment, ça reste la Chine. Et je vais vous relancer sur cette question que vous avez bien fait de poser. Comment le Maroc pourrait justement bénéficier de cette relation effectivement avec la Chine? Vous le disiez tout à l'heure, la Chine qui peut bénéficier des accords de libre-échange qu'a le Maroc aujourd'hui avec l'Union européenne et les États-Unis. De son côté, le Maroc, comment pourrait-il mieux tirer profit en tout cas de sa relation avec la Chine? Le Maroc a tout intérêt à développer sa relation avec la Chine, du fait de ses accords privilégiés avec les Européens et les Américains, mais aussi en montant en gamme sur toute une série de produits. Par exemple, l'industrie automobile marocaine s'est considérablement développée ces dernières années, et les Chinois ont un savoir-faire certain. Ils ont démontré aussi ces dernières décennies qu'ils étaient devenus des acteurs, un acteur central en fait, de l'industrie automobile, ce qui n'était pas il y a plusieurs décennies. Ils ont très vite rattrapé leur retard, on va dire, par rapport à certaines grandes marques américaines, européennes ou même japonaises. Et maintenant, ils font jeu égal, on va dire, avec eux. Et le Maroc a le besoin aussi de développer cette industrie automobile, monter en gamme. Je pense à l'automobile, mais il y a aussi d'autres secteurs sur lesquels les Chinois pourraient investir, et notamment au niveau technologique, apporter un certain savoir-faire technologique. Le Maroc en a besoin. Et aussi, comme l'a très bien dit M. Bencharoun, il y a la nécessité de protéger aussi la main-d'œuvre marocaine. Donc, bien calibrer les négociations, bien préciser quelles sont les limites, en tout cas, à ne pas franchir les lignes rouges, et essayer d'apporter le savoir-faire chinois, la technologie chinoise, les investissements, tout en préservant à la fois l'environnement, ce qui est très important, mais également la main-d'œuvre marocaine et la formation. Qu'il va falloir aussi développer de plus en plus, bien que ce soit fait du côté marocain, mais essayer d'arriver sur les technologies de pointe et sur certains secteurs très particuliers, monter en gamme. Et je pense notamment, par exemple, à tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, qui est le thème, la thématique du moment. Il faut développer tout ce qui touche à la souveraineté numérique, tout en essayant d'avoir un maximum de financements internationaux. Et les Chinois sont bien placés sur ces questions-là. Donc, on voit qu'il y a une gamme de secteurs sur lesquels les Chinois peuvent être des acteurs importants au Maroc, mais il faut toujours faire attention à ne pas
mettre, on va dire, tous ses œufs dans le même panier, comme on dit, essayer de diversifier les partenaires, comme le Maroc a très bien su le faire ces 25 dernières années sous le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une coopération qui pourrait en tout cas concerner plusieurs secteurs, notamment des secteurs prometteurs. Monsieur Thiam, nous allons rester sur le secteur automobile où le Maroc se place comme un acteur aujourd'hui engagé, mais également un leader au niveau du continent africain. Le Maroc qui pourrait également devenir le nouvel Eldorado, en tout cas selon certains, au niveau des batteries électriques. Et quelles opportunités d'investissement ce secteur offre pour le Maroc et par rapport également à la relation d'investissement entre le Maroc et la Chine? Bon, d'abord, je pense qu'il y a la qualité de ces infrastructures qui évolue d'année en année, depuis quelques 20 ans maintenant, on va dire 15 ans pour faire plus simple. Donc ça, c'est un attrait certain pour les investisseurs. Donc la sécurité aussi autour de l'investissement. Et puis, il y a ce côté environnement et la position géographique du Maroc. Le Maroc étant la porte d'entrée de l'Afrique, le Maroc est le bon compromis. Aujourd'hui, on a vu l'Europe proche en tout cas, qui investit au Maroc, notamment à Tanger, dans ce secteur de l'automobile. Tanger est devenu aujourd'hui une sorte de usine monde, parce que de Tanger partent pratiquement chaque jour des milliers et des milliers de voitures pour l'Europe proche, l'Europe du Sud et l'Afrique de manière générale. Donc le Maroc peut, en ce sens-là, offrir à la Chine ce point de chute et permettre justement un développement de ce secteur beaucoup plus rapidement qu'il n'était prévu. Parce que l'accélération industrielle qui a été aussi érigée en politique stratégique ouvre aujourd'hui le Maroc, permet au Maroc d'offrir à ses partenaires, notamment à la Chine, la possibilité de venir s'installer. Effectivement, on parlait de transfert de compétences et la Chine, le malheur qu'il emporte avec souvent, c'est sa main-d'œuvre. Il vient avec sa main-d'œuvre, ça pose problème. Alors qu'on est des pays souvent qui ont des problèmes d'emploi. Donc ça, c'est à négocier au niveau politique et diplomatique. Bon, donc ça dépasse l'investissement économique et financier. Mais le premier geste récemment conclu, c'était l'usine de batterie qui s'est associée au groupe Mamda, je crois, et qui va être installée ou qui s'installe déjà. Donc la batterie pour la voiture électrique, je pense que c'est la mode aujourd'hui incontournable et ça va crescendo. Le Maroc, avec aussi ses formations, il ne faut pas oublier, parce que il n'y a pas que l'environnement infrastructurel ou matériel qui est là. Il y a aussi aujourd'hui les formations techniques, technologiques, informatiques, des formations scientifiques qui se développent au Maroc de plus en plus, avec de grandes universités, de grandes écoles, pour ne pas les citer. La UM6P de Ben Grir est citée partout dans le monde aujourd'hui, parce que les standards de l'enseignement au Maroc ont été aussi évalués, en tout cas situés au niveau mondial, pour que les profils formés ici et dans la région soient en tout cas adaptés aux profils standards du monde entier. Ce qui fait que le Maroc, en termes d'offres aussi de compétences en ressources humaines, aujourd'hui, peut ne pas avoir de complexe à se faire par rapport à ce qui se fait de mieux dans le monde. Je pense que ça, c'est un argument aussi valable pour que la Chine vienne, peut-être sans apporter forcément des conteneurs de petites mains de travailleurs. Une coopération qui devrait donc être basée sur le transfert de compétences, le savoir-faire et l'expertise, tout en protégeant bien évidemment l'environnement. Et puis l'emploi au Maroc, Monsieur Benchkroun, docteur Benchkroun d'ailleurs, aujourd'hui vous avez eu votre doctorat, donc j'en profite pour vous féliciter. Merci. Et de vous appeler par votre titre. Donc le Maroc et la Chine qui, bien évidemment, on l'a bien compris, ont cette volonté commune de renforcer cette relation bilatérale entre les deux pays sur plusieurs secteurs prometteurs. Que peut-on dire de cette ville intelligente, ville industrielle intelligente, la cité Mohamed VI Tanger Tech? Alors avant de répondre à cette question, je voudrais juste parler du rapport commercial, et on n'a pas beaucoup parlé. On parle souvent de l'importation des produits chinois au Maroc, mais on parle rarement du potentiel de l'export des produits marocains en Chine. La Chine est devenue le premier marché de consommation dans le monde et il y a un très fort potentiel là-bas. Lorsque j'ai vécu en Chine, j'ai vu qu'il y a une demande de produits d'artisanat marocain, de l'huile d'argan, de l'huile d'olive et des produits agricoles. Et donc il faut qu'il y ait une volonté, une vraie stratégie
de pénétration de ce marché chinois qui peut représenter une très forte croissance pour l'économie marocaine. Maintenant, pour la cité Tanger Mohamed VI, ça peut être effectivement une terre d'attractivité des IDE chinois dans plusieurs secteurs divers. Mais si on ne prend qu'un seul, qui est celui de l'automobile, vous savez, le Maroc a fait ses preuves en étant effectivement un pays pivot de l'industrie automobile. Et dans le domaine électrique, le Maroc est un Eldorado pour la Chine. En installant les batteries électriques, par exemple, la Chine pourra bénéficier d'abord de l'accès aux matières premières, car pour fabriquer de la batterie en lithium, on a besoin du phosphate, donc il y aura un accès privilégié à ces matières premières. Il y a aussi la capacité d'exporter du Maroc vers l'Union européenne, vers les États-Unis. Ça serait une stratégie alternative pour contourner les sanctions et aussi bénéficier de l'expertise marocaine en termes de main-d'œuvre. Du capital humain qui est aujourd'hui qualifié. Tout à fait, et aussi de l'infrastructure portuaire, maritime et autres. Donc le potentiel, il est là. Maintenant, encore une fois, on n'en est qu'à notre début, mais je pense que d'ici, dans les mois à venir, on verra effectivement la signature des Memorandum of Understanding entre différents grands groupes. Et puis, je pense que l'avenir sera prometteur pour la relation bilatérale, incontestablement. Un avenir prometteur de manière incontestée, en tout cas. C'est sur ces derniers mots que se termine cette première partie. Nous allons maintenant nous intéresser à cette tournée du président du Sénégal, cette tournée africaine. Et d'ailleurs, j'invite avec nous M. Mohamed Danyoko, qui est correspondant de Média TV à Bamako. Bonsoir. Bonsoir, Aïa, bonsoir. Bonsoir Danyoko, merci d'avoir accepté d'être avec nous plutôt et d'avoir accepté cette invitation. Parlez-nous des enjeux de cette visite et de cette tournée justement, de cette tournée africaine du président sénégalais. Oui, effectivement, cette visite du président Diomaye Faye était très attendue à Bamako, notamment parce que, vous savez, c'est un contexte assez particulier. Le Mali et le Burkina, c'est des pays qui ont en tout cas subi des coups d'État, qui sont dirigés par des militaires actuellement. Et Diomaye Faye, qui réincarne un certain renouveau au Sénégal et un peu partout en Afrique, sa visite était très scrutée et même attendue ici à Bamako. Et donc, cette visite s'inscrit un peu dans cette logique, surtout qu'on se souvient qu'à son investiture, les autorités de la transition malienne avaient envoyé sur place le président du Conseil national de transition, qui est aussi un militaire, le colonel Malik Diaw. Et donc, cette visite était attendue pour voir comment est-ce que le Sénégal allait se comporter, n'est-ce pas, ou sinon, quelles seraient les relations entre le Sénégal et ces pays-là, qui sont désormais des pays réunis au sein de l'Alliance des États du Sahel. C'est en ce sens-là que cette visite était très attendue et elle n'a pas dérogé puisque Diomaye Faye s'est entretenu longuement pendant plus de 2 heures avec le colonel Assimi Goïta et au sortir des échanges, il a clairement parlé de sa volonté à lui, n'est-ce pas, de voir le Mali, le Niger et le Burkina revenir au sein de la CEDEAO, qui pour lui est un magnifique outil malgré les soubresauts qu'il a pu avoir. Et il a dit quelque chose qui a retenu beaucoup l'attention ici, c'est que la position malienne vis-à-vis de la CEDEAO était rigide, mais n'est pas inflexible. Donc, il a toujours cet espoir-là de voir le Mali et même les autres pays aussi revenir au sein de la CEDEAO. Et au Burkina, il a répété la même chose parce qu'au Burkina, à la suite de sa visite, de sa rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré, il a dit que les portes étaient fermées. C'est ce qu'il a fait, c'est son constat, mais que les fenêtres n'étaient pas fermées et qu'il faut se garder de les fermer et de fermer les rideaux. Et toujours est-il que Diomaye, aujourd'hui, a porté un message, celui de voir les pays de l'AES revenir au sein de la CEDEAO. Il a constaté qu'il y a des difficultés, mais il est sûr que les négociations peuvent aboutir dans les jours à venir. Et justement, M. Danyoko, que pouvez-vous nous dire de cette volonté du président sénégalais d'ouvrir le dialogue entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO? Est-ce qu'il peut jouer ce rôle de médiateur? Effectivement, il est aujourd'hui le mieux placé pour jouer ce rôle parce que c'est un nouveau.
il vient d'arriver, c'est une jeunesse, il a été porté par une population sénégalaise qui était avide de changement. Il est venu avec son mentor, qui est aujourd'hui son Premier ministre, qui est Ousmane Sonko. En lui, on voit un certain renouveau. En lui, on voit quelqu'un qui peut reprendre le flambeau des négociations, puisque le Mali, le Niger et le Burkina, quand ils quittent la CEDEAO, c'est pratiquement les mêmes chefs d'État qui sont là, à savoir Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo au Ghana. Donc, c'était les mêmes interlocuteurs et le dialogue n'était pratiquement pas possible. Et aujourd'hui, Diomaye, il a le bon rôle de pouvoir, n'est-ce pas, faire ce pont-là entre les chefs d'État de l'AES, qui sont des militaires, les 3 militaires, le Tchani au Niger, Goïta au Mali, Traoré au Burkina et les autres. Donc aujourd'hui, il peut légitimement jouer ce rôle et il a précisé pour ne pas frustrer les uns et les autres, il dit qu'il n'est en mission pour personne, c'est sa volonté à lui. Il parle en son nom et pour lui, la CEDEAO, c'est vraiment quelque chose de magnifique qu'il faut pérenniser puisque l'idée de la CEDEAO, et ça, il l'a dit pour un peu tempérer les égos au Mali, il dit que c'est quelque chose qui a été créé par les pères fondateurs, notamment Modibo Keïta, qui est le premier président du Mali. Et donc, tout ça, c'est pour rappeler aux Maliens que ce qu'ils sont en train de quitter aujourd'hui, l'organisation qu'ils sont en train de quitter, ils sont à l'origine de sa création et ça leur appartient. Et donc, il faut aujourd'hui pouvoir trouver les voies et moyens et pour pouvoir réintégrer, n'est-ce pas, cette organisation sous-régionale et essayer ensemble de trouver la solution et d'éviter ce qui a pu se passer pour que ces pays-là décident de sortir. Donc, aujourd'hui, oui, Diomaye peut franchement jouer ce rôle et je pense que c'est pourquoi il a une écoute, il a une oreille attentive auprès des chefs d'État de l'AES parce que ça aurait été un autre chef d'État, c'est pas sûr que les dialogues ou même les discussions auraient pu se tenir. Le président sénégalais, donc M. Faye, en qui on voit un renouveau, un médiateur, quelqu'un qui pourrait en tout cas ouvrir le dialogue. Merci à vous, M. Mohamed Danioko. Merci à vous, vous étiez avec nous depuis Bamako. Merci beaucoup. Revenons donc sur le plateau avec vous, M. Liatioui. Est-ce que selon vous, justement, M. Faye peut jouer ce rôle de réconciliateur et réconcilier le Sahel avec la CEDEAO, certains pays du Sahel avec la CEDEAO? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, même si officiellement il n'est pas envoyé par la CEDEAO, on voit très bien que le seul qui puisse réellement tenter de réconcilier les dirigeants, les nouveaux dirigeants maliens, burkinabés et nigériens avec le reste de la CEDEAO, c'est bien lui. On voit qu'il y a, d'un point de vue idéologique, une certaine proximité, même si lui, son pouvoir qui est issu, sa légitimité est issue des urnes, avec une victoire incroyable au premier tour, qui a été une véritable surprise démocratique et qui lui donne une légitimité très importante. Mais idéologiquement, sa vision panafricaine, sa vision, on va dire, de rejet des diktats occidentaux, en tout cas ce qu'ils considèrent comme tels, la volonté de renégocier un certain nombre de contrats, notamment en matière énergétique. On pense à l'accord gazier avec sénégalo-mauritanien qu'ils souhaitent revoir avec BP, entreprise britannique. Toutes ces choses-là font plaisir à ceux qui ont pris le pouvoir à Bamako et ailleurs. Donc on voit qu'il est celui qui peut essayer de rapprocher notamment la Côte d'Ivoire, le Nigeria, qui eux ont des positions diamétralement opposées, surtout les Ivoiriens, face à ces positions-là. La question du franc CFA aussi le rapproche, en tout cas le rejet du franc CFA, le rapproche de ces dirigeants, de ces nouveaux dirigeants militaires qui ont pris le pouvoir dans les pays précités, les 3 pays. Donc il est celui qui peut essayer de les rapprocher. Maintenant, le problème de l'AES, elle ne pose pas des questions, en tout cas, elle ne remet pas en cause uniquement leur lien avec la CEDEAO, mais aussi, si vous vous souvenez, le fameux G5 Sahel, qui a un collège de défense à Nouakchott, en Mauritanie, où il y avait cette volonté de travailler à 5. Maintenant, on a cette volonté de travailler à 3, avec une véritable différence d'un point de vue de la vision stratégique et des priorités. L'AES cherche à mettre en place sa propre stratégie antiterroriste. Il y a la volonté aussi de ne plus avoir les Français, qui ont beaucoup contribué depuis 2012-2013 dans cette région-là, sous mandat onusien et ensuite d'autres manières. Donc on voit qu'on est dans des discussions compliquées, mais si vraiment une personne, de par sa position, on va dire sa posture idéologique et puis sa légitimité démocratique,
puisse faire le lien, c'est bien lui. Et aussi, c'est quelque chose qui tient à cœur à l'opinion publique sénégalaise. On a cette volonté aussi au Sénégal de démontrer qu'on peut être un pays leader, ce que le Sénégal a très souvent été dans la région, et aussi un réconciliateur. Et véritablement, le président Diomaye Faye peut certainement y arriver, même si il est très prudent, et c'est tout à fait normal pour ne pas braquer les uns ou les autres. Le Sénégal, un pays leader, mais également un pays réconciliateur, comme vous venez de le dire, Monsieur Thiam. Si on devait parler de l'Alliance des États du Sahel qui rebat les cartes des équilibres géopolitiques de la région, quelles seraient les attentes dans les semaines à venir? Ouais, ça serait d'abord peut-être de faire le tour, comme il est en train de faire le président Faye, de faire le tour de ses homologues de la sous-région, déjà le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, essentiellement, et puis le Niger plus tard. La Mauritanie, c'est fait aussi. Donc, je pense qu'il faut d'abord faire le tour, peut-être prendre le pouls de la situation. C'est pas très clair. Depuis le départ des troupes françaises du Mali, et puis peut-être la restriction de certains médias internationaux sur ces régions-là, on a très peu d'informations fiables. Ce qui nous parvient en général, c'est via les réseaux sociaux, Internet et consorts. C'est pas tout à fait fiable, donc les informations ne sont pas fiables. Donc je pense que ce genre de tournée participe peut-être d'apporter, ou en tout cas d'apporter des éclaircissements par rapport à aux situations actuelles, parce que c'est pas une seule, c'est des situations différentes. Parce que ce qui se passe au Mali, c'est pas ce qui se passe forcément au Burkina Faso ou au Niger ou en Guinée. Voilà, donc il y a lieu d'abord de faire le tournée, de prendre un peu le pouls de la situation, et puis peut-être ça permettra au président Faye, je ne sais pas quels seraient ses pouvoirs d'agir ou de réagir. Parce que si on reprend justement le pool du Sahel qui a été formé avec la Mauritanie, donc ça ne concernait pas le Sénégal. Le Sénégal est un peu en retrait, mais pas très loin de cette frontière. D'où d'ailleurs peut-être l'inquiétude permanente entretenue par les autorités sénégalaises. D'où aussi ce qui explique le choix de ces destinations-là tout de suite. D'abord, c'est les pays limitrophes. La Mauritanie, pour des raisons en tout cas multiples, dont deux essentiellement. D'abord de proximité, de partage du fleuve Sénégal, parce qu'on partage le fleuve Sénégal, donc qui fait frontière entre les deux pays. Donc de part et d'autre, c'est des populations sénégalo-mauritaniennes ou mauritano-sénégalaises, selon, qui vivent autour de ce fleuve Sénégal. Pour eux, dans leur tête, dans leur culture, il n'y a pas de frontière, c'est pas une frontière. Selon que le fleuve est rempli, il reste sur place. Selon qu'il se retire, et c'est la saison sèche, donc hors des saisons de pluie, où ça circule dans tous les sens. Il n'y a personne qui contrôle, il n'y a rien. Donc pour les populations, ce n'est pas une frontière. La frontière, c'est issu des colonisations. Voilà, de la décolonisation, pardon. Et au-delà de ça, donc avec la Mauritanie, c'est une question économique, il faut le dire simplement, parce que l'enjeu, c'est le gaz qu'on a en partage. C'est le projet de Grand Tortue, là, et puis dont les premiers pieds cubes de gaz sont attendus en fin de cette année, donc normalement en novembre, quoi. Donc tout ça peut-être explique le pourquoi d'abord de ce choix. Et les autres pays, je l'ai dit, le Mali, la Guinée, la Gambie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, tout ça, c'est des pays vraiment qui servent le Sénégal de ce côté-là. Et je pense qu'il faut aussi aller les voir pour comprendre un peu quelle est la situation actuelle. Des enjeux politiques, mais aussi économiques, en ce qui concerne en tout cas les relations entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. Monsieur Benchkron, on va revenir au Maroc et à la relation entre le Maroc justement et le Sénégal, une relation qui est constante et solide. La semaine dernière, la ministre des Affaires étrangères sénégalaise, Yassine Fall, a été reçue au Maroc. Pour ceux qui en doutaient, les relations entre le Maroc et le Sénégal sont au beau fixe, donc. Oui, effectivement, ils sont au beau fixe. Le Maroc et le Sénégal sont des partenaires privilégiés. Le Sénégal a toujours prononcé son soutien à la marocanité du Sahara. Les relations entre les deux pays sont ancestrales. Il y a une très grande communauté sénégalaise au Maroc. Il y a beaucoup d'échanges culturels et universitaires. Un nombre important d'étudiants sénégalais étudient dans les universités
marocaine. Le pipeline, le projet du pipeline qui liera le Nigeria au Maroc va aussi être dans une optique de renforcement des liens stratégiques entre le Sénégal et le Maroc, parce que ce pipeline passera effectivement aussi par les frontières sénégalaises. Donc je pense que c'est une relation qui est au beau fixe, qui est pérenne, durable, et puis maintenant au Maroc de prononcer son soutien par rapport à toutes les initiatives que prendra le nouveau président élu dans son projet de développement, dans ses projets panafricanistes, car c'est parce que l'Afrique a plus que besoin d'inclusion, de fédération et non de division. Donc la visite du président sénégalais au Mali et au Burkina est tout à fait salutaire et louable. Espérons effectivement une réconciliation et une réintégration de ces pays-là à la CEDEAO. Et cela est dans l'intérêt du Mali. Vous savez que 80% des marchandises maliennes et des produits maliens sont transités et sont desservis par le port de Dakar. Donc il y a un intérêt, une complémentarité et une interdépendance qui ne peut qu'aller vers cette inclusion. Maintenant, il faut avoir des leaders forts, des leaders qui mettent en pratique toutes les promesses. Donc c'est un président qui prône le panafricanisme et l'intérêt du peuple africain. Maintenant, on attend voir l'action et les résultats. Vous parlez donc, comme vous l'avez dit, de complémentarité et de liens forts qui existent aujourd'hui entre le Maroc et le Sénégal. Monsieur, vous avez également parlé de plusieurs initiatives et je vous reprends là-dessus, Monsieur Liassioui, quand on parle justement de l'initiative atlantique qui fait son chemin aujourd'hui. Oui, l'initiative atlantique telle qu'elle a été créée, imaginée et défendue par Sa Majesté le Roi est une initiative qui justement vise à changer de paradigme. On a un paradigme au Sahel qui a été développé depuis plus de 10 ans maintenant, qui basait toute la stabilité sur la sécurité. Et l'idée avec cette initiative atlantique et à la fois le projet de désenclavement du Sahel, puisqu'il faut les lier, c'est de sortir en fait le Sahel du paradigme du tout sécuritaire et essayer d'avoir un développement qui soit basé sur une diversification économique et un véritable développement inclusif pour l'ensemble de ces pays et de ces territoires qui sont enclavés. Donc, ce qui apporte de la complexité. Le port de Dakar joue un rôle très important, comme l'a dit mon confrère. On a maintenant le port de Dakhla qui sera amené d'ici quelques années à aussi avoir un rôle clé, à la fois pour le Maroc, mais aussi pour ces pays-là. Et on voit comment, en fait, désormais, les relations entre les différents pays doivent s'apaiser le plus vite possible, puisque des pays comme la Mauritanie ou le Sénégal vont avoir besoin quelque part des pays du Sahel pour aussi assurer leur sécurité. Un pays comme le Sénégal va jouer un rôle, ça je n'en doute pas, un rôle majeur en termes de leadership et de volonté de les réconcilier. Le Maroc, bien évidemment. Et ces pays qui sont enclavés et qui font face à des changements politiques après des années de crise sécuritaire et de tensions internes, ont besoin de se développer le plus vite possible. Pour cela, il leur faut la capacité de se désenclaver en ayant des partenaires africains qui soient des partenaires fiables et des partenaires avec lesquels ils puissent développer des projets de long terme en matière d'électrification, en matière aussi de développement industriel, puisqu'il va falloir aussi penser à un développement industriel africain à terme. Et bien entendu, sans la CEDEAO, qui est l'organisation sous-régionale majeure dans cette partie de l'Afrique, rien ne sera possible. Donc il va falloir trouver des mécanismes de négociation, de coopération entre les régimes issus des coups d'État militaires et les autres régimes en place. Je pense notamment à la Côte d'Ivoire ou au Nigeria. Le Sénégal a un rôle spécifique, comme je l'ai déjà dit, et le Maroc, bien évidemment, que ce soit avec l'initiative atlantique, le projet de gazoduc Nigeria-Maroc qui va traverser 13 pays, en plus du Nigeria et du Maroc, vont jouer un rôle. Et bien sûr, il faudra connecter et interconnecter les pays du Sahel pour avoir un projet qui soit à la fois énergétique, mais qui ait une véritable vision géoéconomique africaine, panafricaine, pour le développement de tous, puisque ce développement-là va aussi résoudre, si on y arrive, tout un tas de problématiques sécuritaires, migratoires, environnementales, qui sont au cœur désormais des problématiques internationales et dont l'Afrique aussi souffre quelque part et doit essayer de trouver des solutions concrètes et sortir des discours.
Et c'est pour ça que la vision royale sur l'initiative atlantique ou la volonté de désenclaver le Sahel est au cœur des priorités de la diplomatie marocaine depuis maintenant plusieurs mois. Plusieurs projets concrets pour connecter les pays du Sahel. Vous l'avez dit, la vision royale atlantique est une vision solidaire en faveur du développement du continent africain. C'est sur ces derniers mots que se termine cette émission avec vous, messieurs. Merci à vous. Monsieur Mohamed Ben Chokroun, je rappelle que vous êtes professeur au Centre international d'études de Casablanca et spécialiste des questions sino-africaines. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Merci à vous également, monsieur Mohamed Elbadi Yatiwi. Vous êtes professeur d'études stratégiques au Collège de défense à Abu Dhabi, des Émirats arabes unis. Bon, merci à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Et merci à vous également, monsieur Bachir Thiam. Vous êtes journaliste et spécialiste en relations publiques. Vous étiez avec nous depuis Marrakech. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. C'est un plaisir partagé aussi. Merci à vous tous. Merci. C'est la fin de Questions d'actu pour ce soir. Très bonne soirée. Merci pour votre fidélité. Thank you.